Bonsoir, bienvenue parmi nous, bienvenue à la Cité du Vin pour ce nouvel événement dans le cadre de notre cycle L'environnement et le vin. Ravi de vous accueillir pour cette longue soirée. Alors vous allez voir dans un premier temps un film qui nous a beaucoup plu, qui est un film documentaire qui s'appelle Vigne sur le fil, qui a été réalisé par Red Wine, enfin produit par Red Wine et produit par 3 étudiants ingénieurs agronomes, Emma Crouzet, Quentin Girona et Isor Cellier, qui est là ce soir parmi nous. Les autres, malheureusement, n'ont pas pu être présents. Mais donc, Isor est dans la salle. Et donc, vous allez avoir pendant ce film qui dure environ 55 minutes. Et à l'issue, nous vous proposons une table ronde sur l'adaptation des vignerons face au réchauffement climatique. Cette table ronde réunira Isor Cellier, il y aura aussi Cornelis Kies van Loen et Simon Blanchard. Et la rencontre est animée par Mathieu Doumange, qui est grand reporter à Terre de Vin. Voilà. Donc, dans ce deuxième temps, vous aurez, après la table ronde, la possibilité de poser vos questions. Et on clôturera la soirée par une dégustation d'un verre de vin pour poursuivre les échanges si vous le souhaitez. Voilà, donc je remercie aussi notre mécène, la distillerie de Douance, qui nous soutient sur tous les événements liés à l'environnement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Bienvenue à cet auditorium Thomas Jefferson de la Cité du Vin. Je suis Mathieu Doumange, journaliste au magazine Terre de Vin, et je suis ravi d'être l'animateur de la table ronde qui va suivre. Donc, vous venez de voir le documentaire Vigne sur le fil, réalisé par 3 étudiants ingénieurs agronomes, presque plus étudiants bientôt. Donc, Emma Crouzet, Quentin Girona et Isor Cellier, qui est parmi nous ce soir. Donc, ils ont fait un voyage de 5 mois sur le pourtour méditerranéen. La question du changement climatique, on est en plein dedans. L'été indien que nous vivons nous le rappelle, après un été 2023 pour le moins capricieux. Et les derniers millésimes qui se sont succédés l'ont tout autant illustré. Le changement climatique et ses aléas, ses excès, placent l'agriculture et en particulier la viticulture en première ligne. Comment peut-on continuer à faire du vin demain, après-demain, dans ces conditions, face à ces enjeux ? Dans les pays historiques du pourtour méditerranéen, partout dans le monde, ici, à Bordeaux. Pour en parler, nous avons 3 invités. Isor Cellier, étudiante, ingénieure agronome et co-réalisatrice du film que vous venez de voir. Kies van Leuven, professeur de viticulture à Bordeaux Sciences Agro et à l'ISVV. Et Simon Blanchard, vigneron et œnologue consultant associé chez De Renoncourt Consultant. Merci à tous les 3 d'être parmi nous ce soir. Donc on a pas mal de sujets à aborder, on a 1 heure devant nous, ça va passer vite parce qu'on est sur un champ de questions très vaste. Mais d'abord j'aimerais me tourner vers Isor, co-réalisatrice de ce film, et j'aimerais que vous nous parliez finalement de sa genèse, comment ce projet est né, et un petit peu de l'association Red Wine. En quelques mots, que vous nous présentiez cette association. Merci Mathieu. Bonsoir à tous et merci déjà d'être venus voir ce film. Ça fait plaisir, c'est la première vraie projection du film, donc c'est assez touchant de voir autant de monde, en plus ici. Alors ce projet, Vigne sur le fil, il a démarré avec l'association Red Wine. Donc c'est une association étudiante qu'on a repris avec Emma et Quentin. En fait, c'est une association qui fait partie de l'école, qui est reprise d'année en année par des étudiants pendant leurs années de césure. Et en fait, elle a démarré en 2019, pas du tout de notre volonté, mais de la volonté d'autres étudiants qui sont partis sur ces mêmes questions à l'étranger pour aller voir en fait quels étaient les impacts des changements climatiques en Amérique du Sud. Et en fait, ce projet a continué d'année en année. Et on a décidé de le reprendre avec Emma et Quentin, parce qu'on s'est posé la question de ce qu'on pouvait faire, en fait, de ce qu'il en était d'un point de vue changement climatique dans le monde et particulièrement au niveau du bassin méditerranéen. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait trouver à l'étranger qui pourrait nous aider en France pour réfléchir en fait, au futur et aux moyens d'adaptation qu'on pourrait mettre en place dans le futur. Le bassin méditerranéen, notamment parce que point très important et très sensible d'un point de vue climatique, et parce que aussi, de par son histoire et de par la culture
de la vigne qui est quand même assez importante. On s'est dit qu'il y aurait beaucoup de choses à trouver pour s'inspirer pour nous en France, et puis pour nous aussi notre curiosité d'aller en fait s'ouvrir à l'étranger, voir d'autres cépages, d'autres façons de penser, de voir la vigne, de cultiver. Voilà, donc on a voulu un peu s'ouvrir l'esprit, proche de la France, sans forcément partir trop loin. Et donc ce projet du bassin méditerranéen. Et donc l'idée c'était de faire un film parce qu'on avait déjà le matériel audiovisuel de l'association. Et on s'est dit quoi de mieux qu'un film pour sensibiliser à la fois le grand public et les professionnels, parce que parfois les sujets très techniques ne sont pas forcément faciles à utiliser. Donc on s'est dit que le film était le meilleur moyen. Donc voilà, ça c'est la genèse du projet en soi et du film. Et alors justement, on part du pourtour méditerranéen. En quoi ces différents pays que vous avez visités, Portugal, bon, qui n'est pas vraiment pourtour méditerranéen, mais qui est concerné par le réchauffement climatique, Espagne, Italie, Grèce, en quoi ces pays sont soumis finalement à des enjeux communs et quels sont les principaux enjeux que vous avez, les principales conclusions que vous avez tirées de ces 5 mois? Alors on a choisi ces pays pour d'une part la diversité des cépages et du coup la partie historique, parce que aussi c'est des pays où on a, avec un peu de bibliographie, on s'est renseigné. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes de vagues de chaleur qu'on commençait déjà à bien sentir aussi en France. Problèmes de pluie diluvienne, enfin des questions assez extrêmes, des conditions un peu extrêmes. Et donc, on s'est dit que dans ces pays-là, il y aurait forcément des choses intéressantes à voir, de par le fait qu'en fait, ça fait déjà un paquet d'années qu'ils vivent tout ça, quoi, et que ça, enfin, on s'en est rendu compte, mais ça s'est intégré en fait à leur quotidien, et que nous, on constate chaque année des problèmes, des événements climatiques extrêmes, une imprévisibilité. En fait, ça a été une des premières conclusions qu'on a eues, c'est qu'en fait, c'est pas forcément une tendance pure. Ça va pas être une réduction des pluies, par exemple. Ça va être en fait une imprévisibilité de plus en plus importante, que ça soit en termes de pluie, enfin, du coup, l'eau, les températures, rayonnement. Donc l'imprévisibilité, ça a été notre première conclusion. Et une deuxième conclusion assez importante, ça a été le sujet de l'eau. L'eau, premier gros sujet, l'irrigation, qui se pose, la question se pose beaucoup en France, et on a évidemment vu, nous, une majorité de domaines irrigués. Et en fait, on s'est rendu compte que l'irrigation n'était peut-être pas la solution sur laquelle il fallait qu'on s'appuie en premier, et qu'il y avait beaucoup de choses à voir en dehors de ça, d'où en fait le documentaire et le fil conducteur qui est de retrouver un sens à cet écosystème, parce qu'en fait on cultive une vigne, on cultive la vigne en tant que monoculture, mais en fait on en oublie le fait que c'est un végétal qui fait partie d'un écosystème qui va bien plus loin que ça. Et en fait on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être prendre du recul et se reconnecter avec tous ces piliers-là, et voir un peu les ficelles en fait à tirer, toutes les interactions qui pourraient nous aider à rendre le système plus résilient, quoi, et éviter une maladaptation en s'appuyant sur un seul pilier. Alors, est-ce qu'à ce titre, ces vignobles méditerranéens, ces vignobles méridionaux, peuvent servir quelque part de laboratoire pour la viticulture de demain, déjà sur les effets du changement et sur des solutions? Je me tourne notamment vers Kees van Leuven. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est extrêmement bien choisi d'aller dans le bassin méditerranéen pour trouver les réponses à l'adaptation de la vigne au changement climatique, parce que c'est un peu le berceau de la viticulture. Et on cultive la vigne depuis 10 000 ans dans cette région, et toujours dans des conditions chaudes et sèches. Et aujourd'hui, on est confronté à des conditions qui sont de plus en plus chaudes et de plus en plus sèches. Mais il y a un énorme savoir-faire dans cette région qui est millénaire. Et ce qui est très beau dans le documentaire, on peut revenir sur un certain nombre de points, mais on trouve ces solutions là, au fil de l'eau, dans les différents échanges avec les viticulteurs. Ils apportent ces différentes solutions. Mais il y en a aussi beaucoup qui irriguent. Donc effectivement, on est sur le paradoxe. Quelle est la bonne direction? Et aujourd'hui, on est sur ce carrefour et on doit décider vers quelle direction on veut aller.
Simon Blanchard, vous, avec l'équipe de Renoncourt Consultants, vous accompagnez beaucoup de domaines viticoles à Bordeaux, en France, mais aussi ailleurs en Europe. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain et en termes justement d'avancées par rapport aux réponses au changement climatique, mais aussi les effets qu'on subit? Est-ce qu'il y a une forme de pessimisme chez certains? Dans certains pays, on se dit dans 50 ans, ça va être impossible de continuer à faire du vin. C'est un peu résumé vite tout ça, mais non. En fait, on va à l'étranger maintenant, parce qu'on suit 13 pays différents, principalement tous en Europe, sur le pourtour méditerranéen et aussi un peu la mer Noire. On a vu ça depuis, on est à l'étranger depuis maintenant 20 ans. C'est 2003 le premier millésime. On a vu les choses changer très vite. Je trouve que c'est bien retranscrit dans le reportage. Ça a changé vite à tout point de vue. Ce qu'on a vite compris, c'est qu'il fallait s'adapter à tout point de vue. C'est vrai qu'on regarde souvent le prisme de la variété du cépage. On entend presque parler que de ça. Ça fait 20 ans qu'on s'occupe du sol. On a mis le focus sur le sol. On a vite compris, et je trouve que c'est bien retransmis dans le reportage, on a vite compris que tout allait se jouer là, puisqu'il y avait deux options. Soit on apporte l'eau, soit on la retient. Et on a vite compris qu'on ne pourrait pas la porter longtemps. En tout cas, en Europe, ça allait être vite compliqué, parce que c'est aussi bien retranscrit dans le reportage. C'est bien de partir sur l'irrigation, mais de toute façon, de l'eau, il n'y en aura plus. En tout cas, beaucoup moins. Et d'un point de vue sociétal, on n'aura certainement pas le droit. Donc, en tout cas, très limité. Donc, on a mis ce focus là-dessus très, très tôt. Je trouve que les premiers changements, on les a vus en 2009, clairement. On suit un gros domaine en Turquie, où c'est là où on a vu certainement les plus gros changements. Mais ces changements, effectivement, un peu comme dans le reportage, on s'attendait à ce que ce soit des changements de chaleur, de sécheresse. Et puis cette année, on perd la récolte en milieu, donc dans les Pouilles et en Turquie. Donc c'est juste incroyable. On prend 600 mm d'eau en mai-juin, ce qui en général n'est même pas ce qu'ils ont dans l'année. Donc tout ça est obligé d'apporter de gros changements, et le focus a été sol, clairement. Et franchement, on peut être pessimiste, mais les vignerons sont inventifs. Ils s'adaptent. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce mot-là. La plante s'adapte. Et le vigneron, je trouve que c'est bien transmis dans le... Les Italiens sont bons pour ça. Mais on en a parlé tout à l'heure. C'est quand même les meilleurs acteurs. Mais c'est vrai que c'est bien retranscrit. Tout est là. Et le deuxième axe qui est assez récent en France, mais on en parle vite et beaucoup, c'est la biodiversité. C'est cette agroforesterie qui fait sourire un peu, mais qui est souvent montrée plus comme publicité ou à grand renfort de greenwashing, mais il ne faut pas oublier que c'est l'essence même de la viticulture, c'est celle-là. C'est une viticulture de proximité, une viticulture de niche, de beaux paysages. On n'a pas toujours ça un peu partout. Et cette biodiversité, elle est quand même très importante, liée au sol. On s'aperçoit quand même qu'on arrive à contrebalancer tout ça. Alors vous évoquez pas mal de points sur lesquels on va revenir un peu plus en détail, mais vous avez mentionné des abados assez importants dans des régions qui n'ont pas forcément l'habitude d'en connaître. Et Isor, vous aussi, vous mentionniez ça précédemment. C'est-à-dire quand on parle de changement climatique, ça ne veut pas forcément dire sécheresse, ça ne veut pas forcément dire forte chaleur, ça veut dire des épisodes de plus en plus extrêmes. Ça peut du gel, le viticulteur en Calabre l'a évoqué, il n'y avait pas de gel avant, maintenant ils prennent du gel. De gros épisodes de grêle. Aujourd'hui, être viticulteur dans ces régions, et peut-être demain, c'est savoir s'adapter et s'attendre à connaître des épisodes de plus en plus extrêmes comme ça. Isor ? Ouais, complètement. Cette année, par exemple, c'est vrai que je me souviens, on avait été en Sicile, on avait rencontré des domaines, donc il y a des images qui sont assez marquantes, où en fait, eux, ils ont des vents du sud, d'Afrique du Nord, le sirocco, et en fait c'est un vent très très chaud qui débarque, mais qui brûle. Si en plus la température ambiante est déjà assez élevée, avec ce vent en fait ils ont des défeuillaisons, les feuilles brûlent sèchent, les grappes sèches. C'est les images qu'on voyait au début. Donc ils ont eu ça l'été où on y était. On a vu mais vraiment des vignobles asséchés d'un coup. Et cette année, je regardais, parce que je continue de les suivre sur les réseaux, et en fait là ils ont découvert le mildiou, ils n'ont pas découvert, mais ils avaient du mildiou. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant de voir des choses comme ça. Le mildiou en Sicile, on l'imagine pas trop. Mais il y a des pluies. On nous a parlé aussi dans les Pouilles. Ça me fait penser qu'il y en a beaucoup qui nous ont parlé de presque tropicalisation. Certaines années, en fait,
On a des témoignages où c'est des cycles 2-3 ans sans eau, des étés très secs. Et puis après, on va avoir une espèce de saison beaucoup plus humide avec parfois ce qu'ils appellent une tropicalisation, c'est-à-dire une humidité ambiante hyper importante, des pluies parfois très importantes, par exemple 600 mm en 2 mois, enfin, c'est énorme, surtout sur ces régions. Et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué pour eux de se dire mais on va faire ça parce que du coup on va s'adapter. En fait, une année ça va marcher, l'autre ça va pas marcher. Et c'est là que ça devient compliqué en fait, c'est quand c'est imprévisible, plus que quand ça tend vers un chemin en particulier, quoi. Simon, je vous voyais hocher la tête. Si on prend juste les 3 derniers millésimes à Bordeaux, 21, 22, 23 qui est pas tout à fait fini de vendanger, 3 scénarios complètement différents sur le plan climatique. Sportif, oui. Ouais, sportif. Sportif. Donc cette adaptation-là, elle est plus que jamais... Oui, parce que c'est compliqué. On peut prendre l'exemple de cette année où on nous a rabâché tout l'hiver que ça allait être une deuxième année de sécheresse terrible. Donc tous les vignerons se sont mis en mode de mulch, on a semé des céréales, ce qu'on a découvert végétaux tout l'hiver, c'est ce qu'on sait faire maintenant depuis longtemps à Bordeaux. Et puis en fait le sec n'est pas venu vite quand même, je trouve. Et donc effectivement on s'est retrouvé à lutter contre un excès d'humidité. On oublie assez vite qu'on est sur la façade océanique et ces changements ils sont brutaux, ils sont très variables. Effectivement, les 3 derniers sont absolument différents dans la gestion de la viticulture, la gestion du sol. Bordeaux, c'est compliqué. Certainement l'une des régions au monde où c'est le plus compliqué, parce que c'est chaud et humide, et c'est pas le climat pour la vigne à la base. Alors, ça pose la question des ressources en eau, Kees van Leuven, qui est une question majeure, mais qui ne se pose pas de la même question selon les régions, selon les types d'exploitation aussi. On l'évoquait un petit peu en coulisses avant la projection du documentaire. L'eau est une question effectivement majeure pour n'importe quel type d'agriculture et en particulier pour la vigne. Alors, on peut quand même apporter quelques notes un peu positives. C'est que la vigne est en soi une plante qui est très résistante à la sécheresse. Les paysages typiquement méditerranéens sont des amandiers, des oliviers et la vigne, et ces 3 plantes qui sont extrêmement résistantes à la sécheresse. Donc, avec une culture adaptée, on peut cultiver la vigne dans jusqu'à des climats où il pleut 350 mm par an. C'est à peu près la limite. En dessous, c'est quasiment impossible de cultiver la vigne sans irrigation, mais 350 mm, c'est pas beaucoup. Et avec des techniques adaptées, notamment on en a vu quelques-uns dans le reportage, le greffage sur place qui favorise l'enracinement profond. Et donc Simon en parlait, la question c'est que le sol doit retenir de l'eau et on doit donner accès à la vigne à cette eau-là. Et plus les racines sont profondes, plus la vigne a un réservoir en eau important. Et donc le greffage en place permet d'avoir un système racinaire plus profond, donc des réserves en eau plus profonds. Le système de conduite en gobelet, donc il y avait un monsieur qui en parlait très très bien, qui disait voilà, ça protège la vigne contre la chaleur et contre la sécheresse. C'est un système de conduite qui est très très résistant à la sécheresse. Malheureusement, on a arraché beaucoup de gobelets dans le bassin méditerranéen parce qu'on n'a jamais eu l'idée d'inventer une machine à vendanger pour vendanger les gobelets. Donc c'est un peu un paradoxe quand même, c'est qu'on a depuis des millénaires, on cultive la vigne en gobelet dans le bassin méditerranéen parce que ce système de conduite est très résistant à la sécheresse. Et puisqu'il n'y a aucun constructeur qui a inventé une machine à vendanger pour vendanger des gobelets, alors que ça paraît techniquement parfaitement possible, on arrache ces vignes et on les replante par des vignes en ligne, en cordon notamment, qui ont besoin de beaucoup plus d'eau. Et troisième solution, c'est d'adapter les cépages aux conditions locales. Et là, il y a 2 types de viticulture qui s'opposent un petit peu. Il y a la viticulture qui vend des vins de cépage, essentiellement pour des raisons marketing, où l'homme veut imposer un cépage parce qu'il pense qu'il a un marché pour le chardonnay, et donc il va planter du chardonnay parce que le consommateur veut du chardonnay, alors que peut-être son climat n'est pas du tout adapté au chardonnay. Et la viticulture, on vend le vin par l'origine, donc on vend le vin par la région de production, où finalement le cépage devient secondaire, il est relégué à la contre-étiquette, où finalement on choisit le cépage qui est le plus adapté à la région et on considère que c'est ça qui fait le produit typique. Et c'est le deuxième type de viticulture, mais il est plus écologique parce qu'en agriculture, historiquement, on a toujours adapté le matériel végétal aux conditions locales. On n'a jamais mis les mêmes plantes sous des climats très variés parce qu'on a choisi les cultures qui étaient adaptées au climat local.
et en voulant à tout prix imposer un cépage parce que le marché le demande, mais on arrive à faire des bêtises et de planter par exemple des cépages qui ont besoin de beaucoup d'eau sous des climats où il n'y en a pas beaucoup, et là on est obligé d'irriguer. Justement, Isor, ces pays que vous avez visités, la plupart d'entre eux, en tout cas le Portugal, vous le mentionnez bien, la Grèce évidemment, l'Italie, ont en commun de privilégier quand même des cépages autochtones. Alors bien sûr, il y a des cépages internationaux qui ont été plantés, manifestement pas chez les vignerons que vous avez visités. Et ça, c'est l'une des clés de la viticulture de demain. Finalement, on revient à l'essentiel, on revient aux fondamentaux pour pérenniser la viticulture d'avenir. Il y a un côté un peu comme ça. C'est aussi pour ça qu'on avait choisi le bassin méditerranéen, parce que le côté historique et les cépages. Et on s'est dit qu'en fait, il fallait peut-être aller chercher dans ce qu'on avait avant, dans les méthodes. Enfin, c'est un peu le cas, par exemple, de la mécanisation du gobelet, quoi. En fait, on a cherché à adapter notre viticulture pour nous, au lieu de... Enfin, c'est ce qu'on dit à la fin, je trouve ça assez parlant, l'exemple du gobelet, c'est qu'on adapte la vigne pour nous, et nous, on ne s'adapte pas forcément. Et c'est cette question-là où il y a un moment, on va arriver à un point où on ne pourra plus, quoi. On pourra plus avancer dans ce sens-là. Et donc chercher d'autres solutions. Et en Espagne, on l'a vu ce problème-là, c'est qu'en Espagne, ils ont beaucoup planté les cépages internationaux pour répondre en fait à la demande du marché. Donc Merlot, par exemple. Et en fait, aujourd'hui, mais c'est plus possible pour eux, quoi, de cultiver ces cépages-là. Donc en fait, ils se retrouvent à les arracher et à mettre d'autres cépages. Mais pour eux, c'est très compliqué, ces changements de production. Et c'est typiquement ce qui se passe en Espagne, ce qu'on a moins retrouvé en Italie, au Portugal et en Grèce. En Grèce un peu parce qu'ils ont eu ce même phénomène, mais Italie et Portugal, eux, ils ont conservé la culture de leur cépage, entre guillemets. Et en fait, on se rend compte que du coup, ils n'ont pas les mêmes problématiques, quoi. C'est pas pareil. Cette viticulture de terroir qui a gardé son identité ne serait-ce qu'au niveau du matériel végétal, elle est peut-être un peu incompatible avec une viticulture, on va dire, plus massive, plus industrielle. Et on en revient à la question de la consommation en eau. Est-ce que demain, produire du vin à tout prix, en irriguant, en consommant beaucoup d'eau, ce sera tenable notamment d'un point de vue sociétal? Simon? Ça me paraît compliqué. Ça me paraît très compliqué. Plein de points de vue, que ça soit, on parle de la gestion de l'eau, mais il y a la gestion des engrais, il y a tout ce qui va avec cette viticulture-là qu'on essaye de faire tenir à bout de bras. Et ce réchauffement ne marchera pas, ça, c'est impossible. On ne parle pas des rendements là, parce que les viticultures qu'on a vues ce soir, c'est des petits rendements. Hein. Il y a beau y avoir l'irrigation, on voit bien qu'on est sur des faibles productions. On imagine dans ces mêmes pays-là un vignoble de plaine qui doit produire. Le problème, il est encore plus fort, quoi. Donc et on voit bien tous ces bassins, ne serait-ce qu'en France, hein, ces bassins, les anciens bassins de vin de production de masse, ils sont en train de disparaître. Regardez l'eau, que ce soit les gels de printemps alors qu'il n'y en avait jamais, la gestion de l'eau, il n'y a plus d'eau, et le tout était en merlot, en palissé. Donc ça ne marche plus. En tout cas, on est au bout. Donc par rapport à ces enjeux du réchauffement climatique, c'est toute une restructuration de la filière, mais pas seulement française, mondiale presque, qui doit être accomplie. Clairement. Et là, je peux apporter une deuxième note d'optimisme, parce qu'il ne faut pas voir les choses complètement en noir. C'est qu'en viticulture, on a quand même la chance qu'on a une filière où on peut créer de la valeur ajoutée autrement que par le rendement. Si vous faites du maïs, si vous n'irriguez pas et vous faites un petit rendement, vous êtes tout de suite mort, quoi, au bout d'un an, quoi. C'est pas tenable. Alors qu'en viticulture, vous pouvez survivre soit grâce à des forts rendements, par exemple en irriguant, mais vous pouvez aussi survivre grâce à de la valeur ajoutée en essayant de faire des bons vins. Et il y a beaucoup de gens qui font de petits rendements et qui vivent très bien parce qu'ils vendent bien leur vin à des bons prix. Et il y a un autre levier, c'est le coût de production. On peut aussi imaginer dans le bassin méditerranéen une viticulture relativement extensive où les rendements sont certes bas, les prix de vente pas forcément très élevés parce qu'on ne peut pas vendre tous les vins à des prix très élevés, mais où on a des coûts de production très faibles. Et ça, c'est un des grands atouts du vignoble en gobelet. Le vignoble en gobelet, hors le problème vendange machine qui est vraiment un verrou technique, la culture en gobelet est extrêmement peu chère parce que vous avez très peu d'opérations à faire. En gros, dans tous ces climats-là, il y a très peu de maladies, les mauvaises herbes ne poussent pas. Donc en gros, je simplifie un peu, mais vous taillez et vous vendangez. Et donc, si on invente une machine à vendanger, je reviens sur cette question-là, pour vendanger le gobelet, mais vous pouvez faire du gobelet à 1 500 € l'hectare par an.
Donc même si vous faites 3 tonnes de raisin par hectare, ça fait 50 centimes le kilo de raisin, quoi. Donc ça peut être parfaitement viable, mais c'est une viticulture extensive. Donc il y a un choix à faire. Soit aujourd'hui, notamment en Languedoc, où l'irrigation se développe beaucoup, les gens qui vendent peu cher leur récolte, ils font le choix d'aller vers l'irrigation pour essayer d'amortir les coûts par des forts rendements. Mais il y a un autre moyen d'amortir les coûts par des faibles coûts de production. Une viticulture plus extensive qui est forcément plus respectueuse de l'environnement. J'aimerais qu'on revienne aussi sur la notion des couverts végétaux qui est pas mal évoquée dans le documentaire. Maintenir des couverts végétaux au sol, entre les rangs, sous les rangs de vignes, est-ce que c'est une solution adaptée dans tous les vignobles? Simon, vous avez aussi parlé d'agroforesterie. Alors ça, c'est quelque chose que l'on entend de plus en plus, notamment à Bordeaux, réintroduire l'arbre dans les vignes. Quels sont finalement les chemins, les itinéraires culturaux qui s'offrent aujourd'hui en fonction aussi de la région dans laquelle on se trouve? Les couverts, c'est quand même intéressant. L'année dernière, on a fait des tests. L'année était propice à faire des mesures de température. Un sol nu l'année dernière, sur le pic du 14 juillet, on a mesuré jusqu'à 76 degrés à la température du sol, à la surface, sur Cognac et sur Pomerol. Donc deux terre blanche et des terres plutôt brunes. Donc il faut imaginer que le rang d'à côté enherbé, on était 18 degrés de moins. Voilà. Il faut imaginer la température sur le raisin qui est au soleil à ce moment-là. On imagine l'impact. L'autre problématique, c'est qu'effectivement, on est sur des vignobles qui ne sont pas complètement, il ne faut pas être dogmatique. Laisser l'enherbement en plein, comme on a vu aussi aujourd'hui, tout à l'heure dans le reportage, ça marche avec de l'irrigation. À Bordeaux, des étés comme 2022, ceux qui ont laissé l'enherbement en plein, on a vu le résultat. Donc c'est toute une viticulture qui est très compliquée à mettre en place, puisque effectivement il y a ces couverts végétaux dont on a besoin l'hiver, hein, que ce soit en Europe, en France, partout, puisqu'on a besoin de retenir l'érosion, retenir l'eau et protéger ce sol. Ça reste quand même le garde-manger. Mais arrivé la période du cycle végétatif de la vigne, là on arrive à un véritable challenge, c'est de se dire est-ce qu'il va faire chaud, est-ce qu'il va pleuvoir. Donc on est obligé d'avoir une force de frappe assez forte. C'est passionnant, ça demande du savoir, ça demande d'être un vrai paysan, d'observer. Donc ça marche très bien, on voit les résultats sont là, c'est incroyable. Et on ne parle pas de la perméabilité du sol, puisque sur ces sols enherbés, quand on fait ces semis-là, on augmente 3 fois la perméabilité par rapport à un sol nu. Donc on voit bien que ça marche très bien, mais c'est aussi des coûts, c'est une technique à mettre en place, c'est des changements dans des régions, puisque l'enherbement, c'était quand même pas une culture bordelaise, en tout cas sur les deux rives. On voit bien que ça arrive, mais ça demande du savoir-faire, ça demande de l'expérience. Et puis ce qui est vrai en 2022 n'était pas le cas en 2021 ni en 2023, donc ça demande aussi un peu d'humilité, capable de s'adapter, encore une fois. Ce qui est très intéressant aussi, et je crois que c'est un vigneron calabré qui en parle, notamment avec les vignes qui sont hautement palissées. Il parle de l'excès peut-être de monoculture qu'il y a eu dans toutes les régions viticoles. Aucune ne fait exception. C'est-à-dire que partout où la vigne a prospéré, on a planté pratiquement que de la vigne, et c'est valable pour d'autres cultures aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à un âge où on se remet un petit peu en question là-dessus et qu'il faut revenir à davantage de diversité dans les types de cultures, revenir à des sortes de fermes finalement? Isor? Oui, je pense qu'en effet, il faut revoir un peu tout ce qu'on a pu faire. C'est le côté agriculture extensive versus intensive. C'est sûr qu'on ne peut pas continuer longtemps à avoir des rendements comme on peut avoir ou comme on a pu avoir dans certaines régions, comme ça a été le cas en Espagne. Il faut qu'on revoie beaucoup de choses à la baisse. Il y en a un moment qui parle même de la décroissance. Alors là, ça va encore plus loin, mais il y a pas mal de choses à repenser. Et je pense aussi notre façon de consommer nous, quoi, parce que en fait, les vignerons, les domaines répondent à une demande, ils font, mais en fait, si le consommateur aussi change lui sa façon de voir les choses, il peut aussi, je pense, driver. Enfin, il y a l'agriculture qui a un rôle à jouer, mais on met souvent la faute sur l'agriculteur ou sur le monde agricole, mais en fait, il n'y a pas que eux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi un marché, une demande importante, donc il y a ce côté-là. Donc en globalité, il faut revoir
toutes nos attentes à la baisse, revoir les coûts de production, les rendements, quoi. C'est-à-dire aussi que s'il n'y a plus d'eau, on va peut-être diminuer le nombre de grappes par cep. Il y a beaucoup d'adaptations, ça c'est sûr. Sur ce sujet, monoculture versus polyculture, Simon, votre position en tant que consultant Clairement, le parti pris depuis plusieurs années, on voit bien que le virage est pris, mais on est sorti de ça complètement. En tout cas, c'est des choses qu'on met nous beaucoup en œuvre. Alors quand on imagine toujours l'agroforesterie avec un arbre au milieu, ça fait rire beaucoup de monde. C'est pas ça l'idée, quoi. L'idée, c'est quand on restructure une parcelle, on commence à se poser la question de se dire est-ce que ça va y avoir un courant d'air, est-ce qu'il va y avoir un risque de gel dans un endroit. Ça fait partie aussi de maintenant, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on va pas mettre une haie entre les deux? Et cette haie, il faut qu'elle soit intéressante et non pas juste décorative. Donc il faut qu'elle soit, il faut qu'en général on bilante, on fait des audits pour savoir quelle espèce on a besoin par rapport à tous les auxiliaires que la vigne a besoin, une floraison sur l'ensemble du cycle. Voilà, pour que les insectes soient là. Et puis ce système de corridors écologiques qu'on voit fleurir un peu partout maintenant, c'est le cas de le dire, avec des tons décalés entre les rangs, aussi des semis et des semis qu'on laisse, des semis pour les floraisons, des différents types de plantes en fonction des rangs, en fonction des problématiques de sol. Donc en fait, on voit bien que l'architecture complète de la parcelle a complètement changé. Ça, c'est nouveau. Il y a 15 ans à Saint-Émilion, on voyait la même viticulture partout. Voilà, les sols étaient travaillés, mécaniquement sous le rang, tondu ou pas. Il y avait deux partis pris, c'était presque ça. Maintenant, on voit une mosaïque de viticulture qui arrive, des gens qui se posent plein de questions, des paysages qui changent. Je suis assez content de découvrir que maintenant on est en train de se poser la question de où est-ce qu'on va remettre les haies pour protéger du froid, et on est en train de s'apercevoir que ce soit à Cognac ou sur Bordeaux, en tout cas sur le Libournais, on s'aperçoit que les haies qu'on va remettre, c'est les haies qui étaient enraîchées dans les années 50-60. Donc c'est pas mal parce que la cartographie qui est dessinée, c'est juste ce qui a été enlevé, parce que quand on reprend la carte de géoportail de 1955-60, les haies étaient là, quoi. Et donc, parmi les autres pistes de réflexion, vous l'évoquiez, Kees van Leven précédemment, il y a tout ce qui a trait au matériel végétal. Alors, quand on commence à tirer ce fil, il y a plusieurs possibilités. Il y a la question de revenir, notamment à Bordeaux, vers des cépages anciens. Je pense au Casse-Tête, je pense au Bouchalès. On voit qu'ils s'en replantent de plus en plus. Il y a aussi peut-être ouvrir la voie à de nouveaux cépages, que ce soit des cépages résistants ou des cépages qui ne sont pas forcément bordelais d'origine. On a ouvert la possibilité de planter du Touriga national, etc. Quelle est votre position là-dessus ? Je pense que la diversité du matériel végétal est forcément un atout, que ce soit la diversité clonale à l'intérieur d'une variété ou la diversité des variétés, c'est forcément un atout. Donc il faut miser là-dessus. Et donc, il faut trouver, et ça c'est la science qui doit le produire, savoir quels sont les cépages qui sont les plus résistants à la sécheresse, parce qu'il faut aller vers des cépages qui sont plus résistants à la sécheresse, des cépages plus tardifs qui supportent des températures plus élevées. Et les médias et les consommateurs ont aussi un rôle à jouer, parce qu'il faut que les consommateurs soient curieux. Il faut encourager les gens à planter des cépages qui sortent un peu des sentiers battus. Si tous les consommateurs achètent des Sauvignons blancs ou des Merlots venant de pays chauds, mais forcément on va vers une culture irriguée. Quelqu'un avait dit que le citoyen a plus de pouvoir avec sa carte de crédit qu'avec sa carte d'électeur, et c'est un peu vrai, quoi. Vous aussi, en achetant des vins, des cépages typiques, quoi, des pays, si vous achetez un Xynomovro grec, c'est une viticulture qui est forcément plus vertueuse que si vous achetez un Merlot grec. Parce que le Merlot, il n'a pas sa place en Grèce, quoi. Et le fait de planter éventuellement demain à Bordeaux des cépages comme le Touriga national. Allez, Simon, je me tourne vers vous. T'es taquin, toi. Oui, un peu. Non, je suis pas fan. Je suis pas fan de l'idée parce que le Touriga national, je le connais bien et que ça reste un cépage compliqué, rustique, avec un pH haut. Il ne faut pas oublier le goût dans tout ça, en tout cas à Bordeaux. Nous, on se bat en général quand on arrive sur des pays étrangers. En général, la première chose qu'on regarde, c'est la parcelle qui veut l'arracher d'un vieux gouzgouzou turc ou d'un teltikuruk en Ukraine. Et nous, en général, c'est les choses qu'on essaye de garder pour leur expliquer que c'est ça leur force et leur histoire.
Je crois que la force de Bordeaux, c'est aussi le Cabernet Franc, le Merlot, le Cabernet Sauvignon. Et je pense qu'on a vite tourné la page de ces pages-là en disant qu'il faut aller ailleurs. Quid de la sélection massale, quid de la recherche sur les porte-greffes pour redécaler ces cycles-là. Moi, je suis un peu jeune, mais encore un petit peu vieux quand même dans le métier. Maintenant, il y a 20 ans, on cherchait encore à planter des vignes sur des porte-greffes précoces, parce que la précocité à Bordeaux était signe de qualité. Et donc, on plantait des Riparia, des 114, et on s'aperçoit que toutes ces plantes qu'on a plantées il y a 15 ans, maintenant, si on devait les refaire, on les replanterait avec des porte-greffes. À l'époque, on n'aimait pas, hein, les tardifs, et que maintenant, on remet. Donc au final, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop regardé, cette partie-là. Et puis on a classé pendant 30 ans les clones en fonction de leur qualité qualitative quand ils faisaient un fort taux de sucre. Est-ce qu'on a regardé dans le bas de l'échelle comme à l'école, quoi? Est-ce qu'on a regardé les mauvais de la classe, tout compte fait? Peut-être que les mauvais maintenant sont devenus bons, ce qui m'arrangerait pas mal en fait. Isor? Ouais, en fait, je suis assez d'accord avec cette idée. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du matériel végétal, mais nous, par exemple, après notre tour, c'était pas du tout l'idée de se dire on va aller trouver des nouveaux cépages à implanter en France. Enfin, c'était pas une piste pour nous d'adaptation. Et c'est ce qu'on a un peu essayé de mettre en avant dans le documentaire, c'est qu'il y avait d'autres choses avant à voir. Par exemple, le porte-greffe ou le greffage en place, qui sont des choses à réfléchir avant même de changer en fait le cépage, quoi. Ou même le sol. Enfin, il y a d'autres choses à voir que juste changer le cépage, parce que c'est là la richesse de la culture, c'est que on est dans un écosystème complexe où il y a certes la vigne, mais du coup il n'y a pas que la vigne, donc il n'y a pas que le cépage. Il y a aussi en fait le porte-greffe, du fait que la vigne soit greffée, malheureusement avec le phylloxéra, mais il y a le sol, ce qu'on met sur le sol, comment est-ce qu'on retient l'eau. Enfin, il y a tellement de paramètres sur lesquels on peut jouer, et on le voit. Je trouve que c'est vraiment quelque chose, nous, qui nous a marqué, c'est qu'on voit qu'il y a plein de petits trucs qui se font, mais partout, et en fait tout est là, quoi. Enfin, il y a plein de petits trucs à aller piocher, et qui tous ensemble, tous réunis d'une certaine façon, peuvent aider. Mais avec cette instabilité, et c'est ce que Simon disait sur la question des couverts, la gestion chaque année qui n'est pas évidente. En fait, le gros problème, c'est que il faut être dans une. C'est pas une recette, quoi. C'est pas une gestion. Tiens, on va aller planter des couverts végétaux tous les ans et ceux-là, quoi. C'est pas possible, parce que, la date de destruction des couverts doit pas être la même chaque année en fonction du climat, du millésime. Le moyen de destruction, c'est à adapter en fonction du millésime, de la région, du type de vignoble. Et donc on voit qu'en fait il y a plein de piliers à adapter, et en même temps adapter dans le temps en fonction de ce qu'on a. Donc là est toute la complexité de la chose. Et en plus de se dire que là on apprend des choses, mais en fait le temps de les mettre en place, ça prend du temps, quoi. Enfin, on réfléchit à des moyens, mais en fait on peut pas forcément elles vont pas révolutionner la viticulture, le vignoble demain, quoi. Elles sont à réfléchir, donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre, d'où le fait aussi d'être proactif sur la question. Et ils en parlent pas mal à la fin. On a mis quelques bouts d'interview où ils nous disaient beaucoup, mais en fait, faut qu'on continue d'apprendre, quoi. Faut pas se dire qu'on a déjà tout sous la main. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on prenne du recul, qu'on aille voir et qu'on aille voir ailleurs aussi, quoi, tout ce qui peut se faire, et pas rester forcément centré sur son point. Enfin, voilà. Oui, il y a un petit conflit entre le fait que la viticulture, par définition, c'est une culture du temps long, et puis une notion d'urgence aussi, qui est que les effets du changement climatique, on les constate de manière un peu plus accélérée que ce que l'on croyait. Ce sont les tout premiers mots du documentaire, en fait. Ouais, Simon, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord. Ça va, d'accord. Et oui, le sujet de la typicité du vin, est-ce qu'elle est aussi liée à cette notion de changement climatique, Kees van Leeuwen? Complètement, parce que le goût du vin dépend extrêmement des conditions climatiques. Et si on veut s'en convaincre, il suffit de faire une dégustation verticale. Ce qu'on appelle une dégustation verticale, c'est plusieurs millésimes de même cru, et on constate que tous les ans, le vin il a un goût différent, parce que les conditions climatiques de l'année sont différentes. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours connu, avec une variabilité entre millésimes. Alors, souvent, on dit qu'il y a des bons millésimes et des moins bons millésimes. Moi, j'aime tous les millésimes, mais ils ont un goût différent. Et il y a des millésimes qui sont un petit peu plus légers, parce qu'il y a peut-être un petit peu plus plu. Il y a d'autres millésimes qui sont plus concentrés, mais ils ont tous leur intérêt. Et c'est plus la différence de typicité que la différence de qualité qui sont intéressantes. Alors, climatiquement, le réchauffement climatique, il se manifeste surtout à partir de la fin des années 1980. Quand on regarde sur le très long terme les températures,
jusqu'à 1986-87, ça bougeait très peu. Et vraiment, à la fin des années 80, ça a commencé à prendre son envol. Et il est clair qu'aujourd'hui, les vins que l'on produit ont une typicité différente que des vins qu'on produisait dans les années 50, 60, 70, parce qu'on a plus de maturité, on a des degrés alcooliques plus élevés, on a des pH qui sont plus élevés, donc moins d'acidité, et la palette aromatique a changé. Les vins de Bordeaux, dans les années 70, 80, ils étaient souvent limite maturité, quoi. Et il y a des œnologues qui ont beaucoup poussé à vendanger un petit peu plus tard pour avoir un petit peu plus de maturité, ce qui dans les années 80 était parfaitement justifié. Et aujourd'hui, on a peut-être basculé un peu vers l'autre extrême avec le changement climatique, où on a des conditions de maturation de plus en plus chaudes, parce qu'en fait, il y a un double effet. Il y a un effet ciseau. Il fait plus chaud, donc avec le réchauffement climatique, on a gagné 1,5 degré, mais ce 1,5 degré fait que le raisin il mûrit plus tôt. On a avancé la maturité du raisin de 2 ou 3 semaines. Donc au lieu de mûrir fin septembre ou début octobre, aujourd'hui, le raisin il mûrit début septembre. Donc au 1,5 degré qu'on a gagné par le changement climatique, on peut ajouter encore 1 degré ou 1,5 degré parce que le cycle est plus tôt. Et donc finalement, le raisin il mûrit dans des conditions climatiques qui sont de 3 degrés plus chaudes que ce qu'on a connu il y a 30 ou 40 ans. Et donc ça a indéniablement un impact sur le goût. Alors est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Je pense que notre goût peut-être aussi s'y habitue un petit peu, parce que je pense que si aujourd'hui un domaine de Bordeaux mettait sur le marché un vin comme il était dans les années 70 ou 80, mais ce vin il serait peut-être rejeté parce qu'il y aurait des méthoxypyrazines, des goûts herbacés, plus d'acidité, moins de degrés, moins rond, des tanins plus durs, et peut-être aujourd'hui on ne l'apprécierait pas, quoi. Donc il y a forcément un changement de typicité dans les vins lié au changement climatique. Jusqu'ici, est-ce que c'est grave ou pas? Pour Bordeaux, je pense que c'est plutôt on a gagné en qualité, mais ça peut basculer si ça continue, parce qu'on peut aller vers des goûts qui sont franchement trop méditerranéens, quoi. Simon, vous évoquiez tout à l'heure le fait que Bordeaux, on va pas faire trop de chauvinisme bordelais, mais il se trouve qu'on est à Bordeaux ici à la Cité du Vin, que Bordeaux est un vignoble qui est quand même confronté à des enjeux climatiques et environnementaux, ne serait-ce que par sa localisation sur la façade océanique. Est-ce que ça en fait un vignoble aussi pilote par rapport à toutes ces questions-là, par rapport à toutes les solutions qui sont aujourd'hui explorées, que ça va du couvert végétal jusqu'à chercher des alternatives en termes de traitement? Oui, je pense que c'est certainement le vignoble pilote au monde, c'est certainement le plus performant. On a longtemps été très doué dans cette région pour la partie chai. Je trouve que ça, en 15 ans, ça a fait un bond énorme d'un point de vue viticole. Clairement, c'est une région qui se pose beaucoup de questions, qui se donne les moyens de se poser ces questions-là par rapport à d'autres régions, c'est clair. Mais ça avance vite avec plein d'idées. La nouvelle génération qui arrive est beaucoup plus tournée sur la viticulture qu'il y a 20-25 ans où on faisait du vin à la cave. Clairement, maintenant arrivent les idées nouvelles avec des approches nouvelles. C'est très encourageant pour Bordeaux, mais c'est clairement une grande école. C'est clair que mais c'est un lieu compliqué. C'est vraiment un lieu compliqué puisque voilà, c'est le chaud et l'humide. C'est un peu notre quotidien, mais effectivement, quand on arrive au fin fond des Pouilles cette année ou au fin fond de la Turquie et que les gens nous disent comment on fait avec le milieu, on a des réponses assez vite trouvées, comme on dit. C'est quoi leur apporter comme solution éventuelle? Il faut traiter un peu plus. Ouais. Voilà. Parce qu'ils se disent que normalement la semaine d'après ça va passer au sec et apparemment ça vient pas vite. Non, c'est franchement une région qui maîtrise son sujet et qui investit beaucoup dans la recherche. Et c'est clairement un leader mondial de ce point de vue-là, des écoles fortes et beaucoup de recherche. Et franchement, sur les deux parties maintenant, et c'est très plaisant, clairement. Et troisième note d'optimisme de la soirée, pour les Bordelais, c'est qu'on n'est quand même pas les plus exposés face au changement climatique. Les régions comme en Espagne, il y a beaucoup de régions où il pleut 400-500 mm par an, et si ça tombe à 300, ça devient franchement compliqué. À Bordeaux, historiquement, on est à 800-900. Si ça tombe à 700, mais on fera toujours de la vigne, hein, et avec des bons rendements. Et un bon millésime. Voilà, donc on n'est pas le plus exposé à Bordeaux. Dans le bassin méditerranéen, il y a des endroits que vous avez visités au cours de votre périple où la viticulture est franchement en danger. À Bordeaux, la viticulture n'est absolument pas en danger. Il y a des changements, il faut s'adapter, il ne faut pas rester sans rien faire.
Mais on ne va pas dire dans 30 ans, il n'y a plus de vignes à Bordeaux à cause du changement climatique. Justement, Isor, je voulais vous poser la question par rapport aux 5 pays que vous avez visités. Pendant 5 mois, vous en avez visité 4 et un certain nombre de domaines. Quels sont les pays qui vous ont semblé le plus en pointe quand même sur ces recherches-là et d'autres qui sont le plus en difficulté? C'est compliqué quand même. En fait, c'est pas forcément à l'échelle des pays. C'est à l'échelle aussi des domaines. Chaque pays est assez différent. Par exemple, l'Italie, on a senti qu'il y avait vraiment de gros problèmes, de gros aléas climatiques assez compliqués, mais on les a sentis assez proactifs sur la question, beaucoup dans la réflexion. Contrairement où l'Espagne, ils étaient moins encore dans cette réflexion, plus dans un modèle de production un peu plus intense. Le Portugal, c'était un peu un entre-deux. Ça dépendait vraiment des domaines, mais gros problème sur la question de l'eau là-bas. Et alors après, la Grèce, c'est le pays où on a le moins ressenti les problèmes climatiques par rapport à ceux d'avant. On a senti que c'était, entre guillemets, plus facile de faire de la viticulture. Enfin, c'est pas bien dit, mais c'est un peu l'idée. Mais par contre, avec des jeunes générations qui aussi se posaient déjà beaucoup de questions, sans forcément avoir tous les problèmes. Ils avaient quand même plus de pluviométrie que l'Italie, etc. Mais ils réfléchissaient déjà à ça, quoi. Ils se posent quand même la question. Donc l'Italie, plus proactif et plus en recherche. La Grèce se posait, en tout cas les Grecs semblent se poser pas mal de questions. Et après, plus au cas par cas, ça dépend. Parce qu'en Espagne, il y a des structures qu'on a vues qui étaient vraiment immenses. Des caves coopératives à 1000 hectares. La question n'est pas la même pour eux que pour le petit producteur à 15 hectares qui, lui, s'est dit moi, je vais mettre des amandiers, mes vignes, et je vais mettre du blé au milieu et tout va bien, quoi. On a vu vraiment des cas assez différents. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair. Oui. En Espagne, il y avait quand même dans votre reportage un monsieur qui était très 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 fin. C'est celui qui, à un moment donné, je ne me rappelle plus de son nom, il avait des lunettes, qui est revenu plusieurs fois. Et à un moment donné, vous avez posé des questions, pourquoi vous irriguez pas? Il n'y a pas d'eau. Et lui, moi, je le trouve très très fin, il conserve ses cobelets, il est très bon observateur. Lui, un des rares domaines qu'on a vu qui n'irriguait pas, quoi. En Espagne, dans une région très très sèche. On n'en a pas vu beaucoup qui n'irriguaient pas. Mais lui, notamment. Et alors, c'est aussi celui qui avait des couverts végétaux complètement dingues. Alors, évidemment, derrière, je pense qu'il a eu des rendements quand même pas très importants, hein, parce que voilà. Mais il a accepté, quoi. En fait, c'est sa philosophie. Il se dit, ok. J'arrive à valoriser mon vin autrement, et en effet c'est ça. C'était quand même un domaine assez valorisé, quelqu'un qui arrivait à jouer sur les cuvées, etc. On en reparlait sur la mise. Alors pour l'auditoire, c'est peut-être intéressant d'avoir quelques chiffres, parce que cette question de l'irrigation revient très souvent. Il y a 30 ans, dans le bassin méditerranéen, il y avait 0 vignes irriguées, ça n'existait pas. En Espagne, en 1995, il n'y avait pas d'irrigation. Aujourd'hui, il y a plus de 50% des vignes en Espagne qui sont irriguées. En France, l'irrigation est arrivée timidement il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, il y a 8% de vignes qui sont irriguées en France. Donc ça reste encore très très peu, mais ça progresse très très fortement. Donc l'évolution qu'il y a eu au cours des 25 dernières années en Espagne, en France, là, il y a vraiment un choix à faire. Soit on va dans la même direction, et dans 20 ans, il y aura 50% de vignes irriguées en France, ou on dit non, on fait le choix de ne pas le faire. Mais c'est un choix qui est à la fois politique et qui n'est pas facile, mais on est vraiment en carrefour, et c'est maintenant que ça se joue. Et ces enjeux, on peut les déplacer un petit peu sur d'autres continents, parce que là, on est resté très européocentré, mais si on regarde, que ce soit en Australie, en Amérique du Sud, en Californie, alors la question d'irrigation, elle ne se pose pas de la même façon. Par exemple, en Argentine, il y a beaucoup d'irrigation. Alors en Argentine, c'est quasiment impossible de faire la vigne sans irrigation, parce qu'en Mendoza, il pleut 200 mm par an, et la limite où la culture sèche est viable, c'est 350 mm à peu près par an. Donc,
Alors par contre, en Californie, la Napa Valley, il y a 900 mm par an, avec des étés certes très secs, mais en Napa Valley, c'est parfaitement possible de faire la vigne sans irrigation, mais c'est un choix historique qui a été fait. Dès qu'ils ont planté la vigne, ils sont mis à irriguer. Mais il y a quelques domaines qui n'irriguent pas. Dominus, par exemple, la famille Moix, avec une culture bordelaise, ils n'irriguent pas, ils vivent très bien, ils produisent très bien. En Napa Valley, c'est parfaitement possible de faire sans irrigation, mais c'est un choix plus historique et culturel, parce qu'avant la vigne, ils faisaient des arbres fruitiers, ils irriguaient les arbres fruitiers, donc ils ne se sont même pas posé la question. Mais on voit aussi que ce sont des régions comme la Californie qui peuvent être soumises, l'Australie également, à des incendies massifs qui peuvent aussi menacer la vigne. Donc ce réchauffement climatique, il se ressent dans plein d'autres régions viticoles. Et donc dans certains de ces pays, mais pas tous, il y a des problèmes d'approvisionnement en eau. En Australie notamment, il y a vraiment beaucoup de régions où bientôt il n'y aura plus d'eau pour irriguer. Et avec l'irrigation, il y a un autre problème qui peut se poser, c'est que les sols deviennent de plus en plus salés. Et à un moment donné, la vigne, l'irrigation, surtout quand les hivers sont secs, fait augmenter la teneur en sel dans le sol. Et à un moment donné, les sols, ils sont plus, on ne peut plus les cultiver. Et alors avec ça, ça soulève la question de où fera-t-on du vin demain ? Parce que Ça t'a plu mon histoire, hein. Ah oui, j'aimerais bien que tu la racontes. Non, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a de la vigne qui commence à se planter ou à se replanter dans d'autres régions françaises. On en voit en Normandie, en Bretagne, dans les Hauts-de-France, et même jusque dans des pays frontaliers comme la Belgique, que tu accompagnes quelques domaines là-bas. Oui, tout à fait. Il faut imaginer la Belgique, c'est un exemple qui me parle parce que j'y vais, mais c'est 30% de producteurs en plus chaque année. Alors c'est vrai, quand on part de 4, c'est plus facile. Mais quand même, c'est énorme. C'est des petites exploitations, principalement autour de la vallée de la Meuse. Ça fait 2 ans qu'ils font des millésimes incroyables. Bon, voilà. Domaine en bio à moins de 3 kg de cuivre métal, ça fait un peu rêver. Beaucoup de Bordelais cette année. Mais si on m'avait dit ça en Belgique, je ne l'aurais pas cru. Et eux-mêmes, le mois de juillet l'année dernière, sans une goutte d'eau, c'était jamais arrivé. C'était dans l'histoire météorologique de la Belgique, c'était pas arrivé. Il n'y a pas eu une goutte d'eau au mois de juillet. Alors effectivement, c'est de bon augure pour la vigne, moins pour le reste. Mais on voit bien qu'en montant, on retrouve des cycles, on remonte en latitude, et effectivement, on retrouve des cycles complètement cohérents. Pas de gel parce que ça débourre tardivement. On est sur des débourrements 15-20 avril. En fait, on retrouve des niveaux presque bordelais d'historique. Et avec effectivement pour l'instant des viticultures plutôt de blanc sec ou de bulles. Mais aussi avec l'arrivée de gamay, de choses de rouge assez rapidement. Donc oui, ça remonte clairement. Il y a un paquet de bulles en Angleterre. Hein. Il faut pas. Et oui. Voilà. Et très bon. Hein. Et très bon. Et cette idée que la viticulture risque de se faire de plus en plus septentrionale, vous y souscrivez C'est tout à fait logique. C'est-à-dire, historiquement, on cultive sur l'hémisphère nord la vigne entre 30e et 50e parallèle, et puis le réchauffement climatique, mais au 30e parallèle, ils sont en difficulté, et puis au 50e, la latitude où on peut cultiver la vigne remonte très clairement. Il y a des études d'impact qui le montrent sans aucun problème. Après, c'est des pays où ils ont plus ou moins de savoir-faire et d'historique pour faire du vin. Je pense que les Belges, ils y arrivent assez bien. Moi, je suis originaire des Pays-Bas. Là, on sent clairement que les gens, ils manquent de culture du vin et les vins, ils ne sont pas bons parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire, quoi. Le raisin, il mûrit, mais après, ils ont quelques décennies à apprendre quel cépage il faut planter, comment il faut faire le vin. Et ça manque totalement de culture pour faire du vin, quoi. Alors que les Belges sont plus proches des Français, je pense que c'est plus facile en Belgique. Cette table ronde va toucher à sa fin et vous allez pouvoir poser quelques questions à nos intervenants. Mais je voulais vous poser une dernière question, Isor, vous qui avez passé 5 mois et même un peu plus à préparer ce voyage, ensuite à le tourner et maintenant à le présenter, notamment ici. Vous qui terminez votre parcours d'ingénieur agronome et allez vous lancer dans les métiers de la vigne et du vin, c'est votre ressenti personnel et ce que vous souhaitez apporter à cette filière, à ce métier, en ayant justement nourri cette expérience dans d'autres pays. Je pense que déjà, ce qui s'essayait aussi déjà de dire, c'est qu'il faut rester optimiste, quoi. On n'est pas sur
perte. Enfin, dire les changements climatiques sont réels, ça c'est avéré. On n'en est pas au point où on n'aura plus de vignes non plus. Et en fait, moi je trouve que ce qu'on a vraiment vu avec cette expérience et ce que je vois de plus en plus, c'est qu'on a tellement de solutions à portée de main, à aller chercher, à tester. Et l'idée, c'est de tester, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est de rester en permanence dans une optique d'apprendre, d'être dans l'école. Enfin, c'est Bordeaux en tant qu'école. Enfin, c'est un peu cette idée-là, quoi, de pas rester sur ses acquis, de toujours se remettre en question. Bah, de toute façon, enfin, dans ce métier-là, avec l'effet millésime, le climat, on est un peu obligé, mais même aller plus loin, quoi, et remettre en question même nos modèles actuels, en se disant que pourquoi pas, quoi. Et si ça marche pas, c'est aussi possible, hein, mais c'est aussi une autre piste. Et donc c'est rester optimiste et trouver d'autres moyens ailleurs, continuer de chercher. Et je pense que de toute façon, l'avenir offrira plein d'autres possibilités, ou aller s'installer dans le Nord si on ne peut pas s'installer en France, pourquoi pas aussi, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Enfin, je reste assez optimiste sur la question, quoi. C'est ce qu'on a essayé de transmettre avec le film. On voulait vraiment quelque chose de joyeux. Enfin, on a essayé de faire comprendre qu'au début, il y avait quand même pas mal de problèmes pour saisir les gens, mais l'idée à la fin, c'est de se dire qu'on peut faire encore beaucoup de choses, quoi. Donc une note d'optimisme pour terminer ce tour de table. La vigne s'adapte et la viticulture s'adapte elle aussi. Alors, y a-t-il quelques questions dans le public pour nos invités? Ne soyez pas timides. Oui. Ah, on a un micro-ballon. On a un micro-ballon? Ouais. En fait, il faut juste parler dans le ballon et après, vous passez à la personne suivante qui lève la main. C'est pas dangereux, il faut juste faire attention au matériel. Je vais vous faire le premier lancer. Vous êtes prête? C'est pas la forme d'un ballon, ça? Merci, merci beaucoup. Déjà, bravo Isor pour ce documentaire très percutant. Moi, ma question, elle se dirige à vous tous. Comment expliquez-vous qu'avec toutes les solutions aujourd'hui proposées, la viticulture bouge assez lentement, finalement, même dans les domaines qui auraient a priori les moyens de faire bouger les choses? Moi, je trouve qu'elle bouge vite. Alors, peut-être pas le même regard. Il faut imaginer que ceux qui ont les moyens, ça a beaucoup changé en 15 ans, clairement, dans l'approche. Ce qui est dramatique actuellement, c'est ceux qui n'ont pas les moyens, parce que ceux-là, ils peuvent absolument rien faire. Et le monde du vin est en crise actuellement, ça c'est clair, en tout cas sur cette tranche de produits-là. Et ça, c'est compliqué pour nous, parce qu'on a des solutions, mais c'est impossible de les mettre en application. Ça c'est assez dur d'avoir envie et de ne pas pouvoir. Ça, c'est un des problèmes actuels, clairement, parce qu'on ne peut pas tout arracher et reproduire et repartir avec d'autres cépages. On est dans le bricolage, et le bricolage, ça va passer vite. On est bien d'accord que ça va beaucoup plus vite, mais on n'a pas forcément toujours les moyens, clairement. Mais je trouve que sur les gros domaines à Bordeaux, clairement, alors c'est pas des changements, c'est pas hyper visible, parce qu'on se dit tiens, en passant devant, mais c'est des changements fondamentaux. Le fait de travailler son sol à contre-saison, de le mettre à couvert végétal l'hiver. On ne voit pas la partie de l'amendement, mais on est sorti du chimique, de l'engrais chimique, on est parti sur des amendements organiques. Enfin, tout ça participe. Ce qui est terrible, c'est que quand on gère le sol, quand on parle du sol, ça ne se voit pas. Dans le monde du vin, quand on commence à parler, quand on refait une cave et quand on met des foudres et quand on change, là ça se voit tout de suite, et les notes de journaliste, quelquefois, marchent bien aussi. Mais quoi? T'as quelque chose à redire? T'es pas d'accord? Par contre, le sol, c'est compliqué parce que le sol, ça se voit pas. Il faut avoir l'œil. Mais moi, je vous dis que ça a beaucoup changé, clairement. Alors, ça pourrait aller plus vite, mais ça a beaucoup changé. Il y a tous les cas de figure, et je pense que ce qui est difficile pour le viticulteur, c'est qu'il faut qu'il s'adapte au millésime. Et donc, pour un viticulteur, ou aussi, c'est aussi vrai pour des techniciens, hein, des chefs de culture, des maîtres de chai, des directeurs techniques, c'est que leur premier horizon, c'est la fin de l'année. C'est-à-dire, pour un chef de culture, typiquement, c'est la récolte, quoi. Donc il est tellement attentif à bien gérer la vigne, à s'adapter aux conditions climatiques, c'est que c'est difficile d'avoir en même temps une projection très long terme. Et comme exemple, par exemple, il y a très peu de domaines qui ont sur leur plan d'encépagement
une vision à 10, 15, 20 ans. Donc par exemple, qui savent déjà que très souvent, ils savent ce qu'ils vont planter l'année prochaine, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont planter dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans. Et par exemple, une des réponses par rapport au changement climatique pour la région de Saint-Émilion, c'est par exemple d'augmenter la proportion de Cabernet Franc par rapport au Merlot. Et je trouve que c'est timide et dans certains grands domaines, ces réflexions sont en cours parce qu'ils sont aussi peut-être mieux staffés, mais pour beaucoup de viticulteurs, ils sont peut-être dans le guidon et ils ont une difficulté à conjuguer ces deux horizons. Ils sont très forts pour faire le meilleur vin dans l'année en cours et parfois, il manque un petit peu plus de vision long terme pour prendre en compte tous ces changements. Et c'est pas facile de prendre en compte ces changements parce que finalement, dans 20 ans ou 25 ans, ils vont être confrontés à des conditions auxquelles ils n'ont jamais été confrontés. Donc, comment imaginer des solutions pour quelque chose que vous n'avez pas vécu? Alors que la variabilité entre millésimes, ils peuvent toujours se référer à un millésime précédent qu'ils ont connu. Donc ça, ils savent faire. Alors que la projection à 20-30 ans, ça, c'est beaucoup plus difficile. Isor, est-ce que vous voulez répondre à la question et notamment à cette notion que ça n'irait pas assez vite? Je pense que on parle souvent de la taille des domaines et on a souvent un mauvais œil sur les gros domaines, voilà, gros hectares, enfin beaucoup d'hectares, grosse production, industrialisation. Et nous, ce qu'on a vu, enfin par exemple dans le film, il y a des domaines, notamment un qui est assez proactif sur la question. Il gère 250 hectares, enfin il y en avait un autre, c'est 70, enfin c'est des gros domaines. Et en fait, ils arrivent à... Ils ont du coup beaucoup de recul. Enfin, ils ont un historique assez important. Ils ont un pouvoir d'investissement assez important. Et moi, je trouve que finalement, ces gros domaines sont intéressants parce qu'ils sont aussi un peu meneurs. Enfin, un effet cheval de Troie, quoi. Ils peuvent avancer et amener enfin, toute une dynamique dans une appellation. Et je trouve que finalement, enfin, la taille du domaine n'est pas... forcément un problème quoi, à l'adaptation. Enfin, on peut, les gros domaines sont intéressants et il ne faut pas forcément se dire que c'est parce qu'il a beaucoup d'hectares que tout de suite c'est mal. Quoi. Et évidemment, du coup, c'est plus facile pour eux. Enfin, ce que disait Simon, c'est que oui, du coup, ils peuvent se permettre de... Enfin, par exemple, voilà, d'avoir des services de recherche, développement, comme des petits labos, d'aller chercher des solutions, de tester pas mal de choses. Et c'est assez intéressant et c'est à conserver. Quoi. Donc il y a ce côté-là. Et c'est sûr que du coup, c'est plus compliqué pour les petits domaines. Parce qu'il y a une récolte à assurer, il y a un enjeu qui est plus important. Enfin, voilà, économiquement, c'est pas évident. Et parce que la vigne est une... Et après, la culture de la vigne, c'est sûr que c'est pas facile parce que c'est une culture pérenne. Quoi. C'est pas... C'est un cycle, mais pour tester des choses et voir des résultats, ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Quoi. Y a-t-il d'autres questions? Là-bas, je vois une main qui se lève. Est-ce que vous saurez vous munir du micro-ballon? C'est à mi-chemin. Merci à vous. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour le documentaire Isor et puis merci à tous pour les propos à la table ronde. Isor, donc cette question elle est pour vous parce que donc, le documentaire s'appelle Vigne sur le fil. On voit d'après tout ce qui a été dit que ça pourrait être aussi hommes et femmes, vignerons, vigneronnes, travailleurs sur le fil. Et la question c'est un peu sur les conditions de travail du coup dans les vignobles avec ce réchauffement climatique. Est-ce que vous avez vu au cours de votre périple peut-être des innovations en termes d'organisation, des choses qu'on ne fait pas nous ici dans les vignobles qui pourraient être faites, d'autres méthodes de travail, d'autres organisations, ou est-ce que justement vous avez vu aussi les limites de cette viticulture en conditions parfois extrêmes quoi, sur ces questions de conditions de travail? Ouais, je pense qu'on a beaucoup plus vu les limites. On a un peu évoqué ces questions-là d'organisation avec les vignerons, même si ce n'était pas les questions majoritaires, parce que finalement, c'est vite répondu. Enfin, la main-d'œuvre est de plus en plus compliquée à trouver. Et c'est beaucoup revenu en Espagne, cette question-là, du problème de la main-d'œuvre. Et ils n'avaient pas vraiment de solution. Clairement, à part trouver le moyen de mécaniser et du coup... on n'avait pas de solution d'un point de vue organisationnel. Ce qu'on a remarqué par contre, qui rejoint un peu ça va être le développement de programmes
des appellations, notamment par exemple au Portugal, pour accompagner les domaines dans des pratiques plus vertueuses, pour trouver de nouvelles méthodes pour rendre en fait leur système résilient. Il y en avait un, l'exemple du Portugal faisait partie de ce programme-là, et on a trouvé ça hyper intéressant, et ils avaient tout un système en fait d'étapes, d'échelons pour arriver à un objectif. Donc ça, c'est d'un point de vue organisationnel ce qu'on a vu le plus au niveau de la main-d'œuvre et de l'organisation du travail. Par contre, non, ça c'était pas le plus évident, en tout cas. Donc ça reste un problème. Et puis de toute façon, travailler dans ces conditions, c'est juste pas possible. Nous, les interviews, en fait, au fur et à mesure. Au début, on les faisait l'après-midi, et puis il y a un moment, en fait, on voit les vignerons qui transpirent. C'est juste pas tenable du tout. En Espagne, on connaît bien le rythme espagnol, c'est pas pour rien, quoi. On l'a vite compris, et ça, c'est très compliqué à gérer. Donc là, la question et le problème avantage du gobelet sur la mécanisation revient un peu. C'est qu'en fait, c'est pour ça aussi qu'on a utilisé qu'on a palissé les vignes, qu'on a utilisé des systèmes mécanisables pour limiter en fait la main d'œuvre. Si on veut revenir au gobelet, la question est hyper intéressante. Mais après, j'ai pas beaucoup de réponses. Malheureusement, nous non plus. Non, mais ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est encore une fois le vigneron calabrais qui parle de l'audit global qu'il a fait sur son exploitation, qui ne tient pas juste à la vigne, mais à tout l'impact environnemental et climatique qui va du poids de la bouteille au carton qu'il utilise, les étiquettes, toutes les matières sèches. Ça, c'est un enjeu très important aujourd'hui dans l'impact d'une exploitation viticole. Et je reviens un peu sur la question, mais du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup il y a eu pas mal de problèmes quand même de surexploitation des gens. C'est connu, quoi. Dans le monde agricole, c'est des métiers physiques compliqués. Et en fait, il va falloir aussi réfléchir au fait que les gens, sous des conditions climatiques comme on peut connaître les étés, les gens doivent travailler moins longtemps, donc plus de main-d'œuvre, besoin d'investir plus dans l'humain. Donc il y a pas mal de choses, je pense, à penser, quoi. En fait, on cultive une vigne, mais il y a le bien-être des gens qui le font aussi, quoi. Si on ne pense pas à ceux qui travaillent au vignoble, au chai, du coup, on passe à côté quand même d'un des piliers de cette culture qui est aussi l'homme, quoi. Et recréer des vocations aussi, c'est ce que dit le vigneron espagnol. On a peut-être un peu trop oublié la valorisation des métiers agricoles. Y a-t-il d'autres questions? Ah, et après il y en aura une autre ici. Vous m'entendez? Ouais. La question, c'était pas le lien avec les hommes et les femmes dans les exploitations. J'ai pas trop. Ça a dévié un peu au niveau du sujet, je crois. Je savais pas. Non? Madame. Non, c'était pas forcément une question sur le genre. C'était bien vraiment sur la question des travailleurs, sur qui c'est qui est derrière en fait ce travail donc dans les vignes, quoi, dans ces conditions extrêmes. Et vous avez très bien répondu et merci pour vos partages. Mais il y aurait pu avoir la question du genre aussi, qui reste une question d'actualité dans les métiers de la viticulture. Alors ma question, elle est on a l'impression qu'on revient un petit peu à ce que les Grecs avaient inventé à partir de la biodiversité et cultiver la vigne. Ma question est quand est-ce que, à quel moment, à ce moment-là, on fait la taille entre les parcelles, parce que forcément la biodiversité elle part de partout, il peut y avoir tout un tas d'insectes. Ma question est complètement anodine, parce que moi j'y connais rien du tout dans le domaine de la viticulture, mais est-ce qu'à un moment donné il faut protéger en fait les parcelles pour pas que ça aille jusqu'au pied de vigne, quoi? Est-ce que vous pouvez préciser la question par rapport à qu'est-ce qui ne doit pas aller jusqu'au pied de vigne? Est-ce qu'il y a un moment où il faut tailler ou est-ce qu'il faut laisser vivre la nature et puis ok, d'accord. Est-ce qu'il faut tailler la vigne en fait? Ou est-ce qu'il faut la laisser remonter? Sur les couverts, pardon. C'est ça? Vous parlez des couverts végétaux ou de la vigne en elle-même? Sur les couverts végétaux. Ouais. Ah, est-ce qu'on laisse les couverts ou pas? Oui. C'est ça, pardon. Ça, c'est une très bonne question. Ça, on se la pose en général depuis le 1er avril ici, pour parler que de Bordeaux, du 1er avril jusqu'au 1er septembre. C'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est difficile d'y répondre, c'est du cas par cas. Ça dépend du type de sol, ça dépend
Effectivement, on ne fait pas la même chose sur des sables graveleux ou sur des argilo-calcaires, parce que ce n'est pas les mêmes réserves hydriques, bien sûr. C'est pas du tout la même chose sur des vieilles vignes, c'est pas du tout la même chose sur des jeunes plants de l'année. Concrètement, il faut avoir un peu de bon sens, parce qu'effectivement, philosophiquement, on se dit il faut laisser le sol, et c'était très bien dit, hein, il faut laisser le sol couvert parce que c'est mieux pour le sol, et ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Sauf qu'il faut aussi gérer ça en bon père de famille, et que quand on voit une plante qui a la tête en bas et qui est en train de mourir, il faut se battre aussi pour ça. Et comme Alice l'a dit tout à l'heure, il faut aussi être observateur. On a tendance un peu à l'oublier actuellement. Les gens sont très dogmatiques. Il y a ceux qui ne veulent pas travailler les sols, ceux qui font que travailler les sols. Moi, je pense que le métier d'agriculteur, c'est quand même un métier d'observation. Et quand le matin, on voit que la météo, elle ne part pas à la pluie et qu'on voit que la vigne commence à tirer la langue, ça a été le cas beaucoup l'année dernière, bon, ben là, il faut être interventionniste. Il faut oublier un peu les dogmes. Et là, il faut regarder. Il y a un adage qui dit un binage vaut 2 arrosages. Bon, ben, ceux qui l'ont fait l'année dernière, ça se voyait plutôt bien. Donc, encore une fois, c'est plutôt une gestion. Effectivement, plus on peut le garder, mieux c'est. On le sait. Mais il faut s'adapter, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il faut produire. Des raisins, c'est quand même ça la base, le principal. Et que même si c'est une plante qui pousse sur des milieux arides et qui a besoin de très peu, on ne fait pas des bons vins avec des raisins bloqués d'un point de vue hydrique. Donc il faut aussi observer tout ça et ajuster. C'est pas facile parce que ça demande vraiment beaucoup de précision maintenant, une force de frappe, avoir du matériel, des gens compétents et qui sont capables d'observer. Tous ceux qui sont passés entre guillemets sur ces travaux-là et qui ont arrêté le désherbant, ils nous disent tous les ans vous êtes gentils, mais tous les ans il faut acheter un nouveau matériel parce que cette année c'est un peu trop sec, un peu trop si. Oui, effectivement, ça demande beaucoup d'investissement. Il faut être équipé et il faut être plutôt très réactif et il faut avoir de la main-d'œuvre. Et tout ça, c'est pas facile. Merci. Allez, encore une ou deux questions peut-être. Monsieur, vous avez levé le bras tout à l'heure, non? Ouais, je rêve de jeter le truc. Bien joué. Merci beaucoup. Ouais, il est bon, Loïc. Gagnant. Merci. Bonsoir. Merci encore une fois pour ce superbe documentaire. Moi, j'aurais une question par curiosité, parce que je vois que dans votre documentaire, vous abordez à un moment le sujet des ravageurs. Et lié au changement climatique, on a un problème aussi au niveau des populations d'insectes qui peuvent migrer. Je sais que vous ne l'avez pas abordé donc, voilà, dans ce documentaire-là, mais en fait, je suis curieux de voir, est-ce que vous avez abordé aussi cette question des pathologies, du problème avec les viticulteurs que vous avez rencontrés dans différents pays? Est-ce que, dans lequel cas, encore une fois, j'ai aucune visibilité sur cette thématique, est-ce qu'ils ont des problèmes qui sont plus récurrents, plus fréquents, ou est-ce que finalement il n'y a pas de changement constaté au niveau des pathologies comme le mildiou, comme des pathologies virales notamment? Je suis curieux sur cette question, s'il vous plaît. Alors, on l'a abordé cette question, c'est pas celle qui est revenue le plus, parce que dans le bassin méditerranéen, ils ont beaucoup moins de problèmes de maladies, type mildiou, par exemple. Au niveau des ravageurs, on a quand même eu plusieurs témoignages de modification des populations. Enfin, je crois que notamment, il parlait pas mal dans le sud de l'Espagne du mosquito verdé. Après, je suis pas vraiment l'experte sur le sujet. Mais ils observent des changements. C'est pas le gros problème, parce que le gros problème, c'est l'eau. L'eau et le soleil, quoi. Mais ils en observent un peu, oui. Il y a quand même une modification... avec la modification du climat, en fait, les foyers, les niches écologiques pour les ravageurs changent aussi, quoi. Et on l'a vu en Espagne et au Portugal, surtout. Ça c'est sûr et certain, et moins en Italie et en Grèce. Si on regarde très macro, à une échelle très macro, globalement, dans les régions chaudes et sèches, il y a moins de problèmes de maladies que dans des régions fraîches et humides. Donc le changement climatique va vers plus de chaleur et plus de sécheresse. Donc en moyenne, il n'y aura pas plus de maladies, notamment pour les maladies cryptogomiques, c'est-à-dire les champignons. Pour les insectes, ça peut être un petit peu différent. Mais ce qui peut être difficile à gérer, c'est que comme il y a plus de phénomènes extrêmes, je ne me rappelle plus en quelle année c'était, je crois que c'était en 2020, il y a eu des fortes pluies en Languedoc et ils ont eu énormément de mildiou. Et c'est une région où il y a très peu de mildiou. Donc les gens, ils ne sont pas habitués à combattre le mildiou, donc ils ont eu beaucoup de dégâts. La même pression de mildiou à Bordeaux, on sait gérer. Mais en Languedoc, leur principal problème, c'est l'oïdium et globalement, ils ont moins de problèmes de maladies cryptogomiques. Et donc ça peut poser des problèmes. Mais globalement, encore une fois, il ne faut pas aller vers le catastrophisme. Ce n'est pas parce qu'il y a un changement climatique qu'il y aura toutes sortes de nouvelles maladies qui vont sortir. Il y aura des changements. Il y a certaines maladies qu'on verra peut-être un petit peu plus fréquemment, d'autres un petit peu moins, mais en moyenne,
il n'y a aucune raison qu'on aille vers quelque chose de tout à fait catastrophique en termes de pression de maladie. Merci beaucoup. Allez, une dernière question et je crois que ça va revenir vers là, non? J'ai une question, du coup, alors désolé, moi c'est pareil, j'y connais pas grand chose et question technique, il y a quelque chose que j'ai pas compris et ça m'embête parce que ça semblait être une des solutions, l'histoire du greffon et de la greffe, juste si simplement vous pouviez expliquer le principe. Ouais. Alors en fait, l'idée c'est que la vigne, en gros, donc il y a le cépage et le porte-greffe qui sont en fait deux végétaux, enfin deux espèces différentes et qui sont en fait greffés pour former un cep. Donc en fait, le système racinaire est différent du système aérien. Et donc l'idée, c'est que normalement, dans un vignoble, en fait, on plante le greffé soudé, le plant en fait déjà greffé avec les deux espèces directement. Et en fait, nous, ce qu'on a vu, ce que le vigneron explique, c'est qu'en fait, lui, il a planté d'abord juste le porte-greffe tout seul, c'est-à-dire en fait le système racinaire, qui souvent fait des fruits beaucoup plus petits, en fait, qui met beaucoup moins d'énergie à faire des grappes. Et en fait, il l'a planté d'abord, il l'a laissé pousser pendant plusieurs années, 2-3 années, par exemple. Et en fait, du coup, ce porte-greffe va développer ses racines chaque année, d'année en année, plus qu'un pied greffé soudé classique. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'une fois que le système racinaire est en place, on peut aller faire la greffe directement au champ, sur place, ce qu'on appelle faire un greffage en place, greffage au champ. Et donc faire cette greffe, et en fait, l'année d'après, enfin en tout cas l'année d'après, en fait, le cépage, donc la partie aérienne, la grappe qui nous intéresse, va prendre beaucoup plus facilement parce que le système racinaire est déjà en place, beaucoup plus étalé, et donc va chercher un volume de sol beaucoup plus important, et donc plus d'eau, en fait, à plus d'eau en fait, à sa disposition. Donc c'est un peu l'idée de se dire qu'au lieu de mettre un greffé soudé qui va galérer pendant plusieurs années parce que les étés auront été compliqués à développer son système racinaire et qui du coup va aussi galérer par la suite, pourquoi pas mettre d'abord le porte-greffe puis le cépage. Donc c'est une méthode hyper intéressante mais qui a aussi des inconvénients, et c'est pour ça, parce que la question suivante ça peut être mais pourquoi est-ce que c'est pas plus développé? C'est parce que en fait la technique de la greffe c'est très très compliqué, enfin en fait c'est assez minutieux comme travail, et si elle est mal faite en fait ça ne prend pas, et du coup au final on n'a pas le matériel végétal, on n'a pas le système aérien qu'on voudrait, donc c'est compliqué parce que c'est pas évident, c'est cher à mettre en place, enfin il y a un besoin de main d'œuvre parce que c'est une personne qui va greffer directement au champ, alors qu'en fait dans les pépinières eux ils font ça entre guillemets à la chaîne, enfin ça va beaucoup plus vite quoi. Donc c'est hyper intéressant mais assez compliqué. Et c'est une technique qui s'est un petit peu perdue, quoi. Autrefois, ça se faisait beaucoup. C'est une technique qu'on a perdue et qu'on a tout intérêt à remettre au goût du jour, quoi. C'est une très très bonne technique. Bien, alors, nous devons nous arrêter là pour ce soir, mais si vous avez d'autres questions à poser à nos intervenants, je crois qu'il y a une dégustation juste à côté, donc vous pourrez leur poser directement vos questions. Je tiens une nouvelle fois à remercier d'abord tout le public d'être venu assister à ce documentaire et à cette table ronde. Merci à Isor Sellier, merci Kees van Leuven, merci Simon Blanchard et merci à toute l'équipe de la Cité du Vin. Merci Mathieu, merci à tous. Juste pour vous préciser qu'il y a donc cette conférence a été filmée. Si vous voulez revoir la table ronde, elle est sur le site internet de la Cité du Vin. Elle sera bientôt, prochainement, sur le site internet de la Cité du Vin, dans la rubrique La Cité en ligne. Voilà. À tout de suite pour la dégustation à l'étage.